Alors, c'est vrai que c'est difficile de repartir avec beaucoup de force après un déjeuner, mais nous allons essayer de le faire. La session 6 est une session très importante. S'il vous plaît, il y a de petits quartiers de parlotte qu'on va arrêter, s'il vous plaît. Juste au fond, Madame Fatim, merci beaucoup. Donc, la session 6 d'ISES est une session importante qui porte sur l'engagement des pays et les priorités de 2024-2025 ou 2024-2030 pour l'intégration des services PFP, PSMLNI Nutrition à l'échelle nationale, tirant parti des expériences et leçons apprises des pays du partenariat de Ouagadougou. Et je vais laisser la main au facilitateur de session, Dr Martin Migombano, qui va donc nous aider à conduire cette session. C'est une session un peu lourde, puisqu'à un moment donné, les pays seront redirectionnés dans des salles pour travailler. On reviendra sur tous ces aspects tout à l'heure, mais pour l'instant, on va sur la première partie. Dr Martin, c'est à vous. Merci beaucoup, Flavien. Bon après-midi à tous. On va commencer la session de l'après-midi, même s'il est déjà 15h35 à ma montre. Cette session est censée être là pour durer environ 2 heures. Si on respecte les timings, on est là jusqu'à 17h30, mais je suis presque sûr qu'on va arriver vers 18h30. Donc, je vous préviens d'avance pour que vous soyez prêts à rester là jusqu'à 18h30. Mais cela probablement dépendra aussi de la manière dont vous allez poser vos questions, la longueur de vos questions, tout le temps que vous prendrez pour faire des commentaires, la lenteur par rapport au moment où il faudra aller en groupe et revenir. Donc, on ira jusqu'à 18h30. Mais peut-être si nous sommes un peu consciencieux par rapport au timing, c'est possible qu'on puisse finir à 17h30. Donc, la balle est dans votre camp. Comme quelqu'un le disait, si vous êtes d'accord, on applaudit. Voilà, donc cette session a 2 parties. Il y a une partie qui est liée à des présentations que vont faire deux de nos partenaires tout à l'heure. Normalement, elles ne sont pas censées être assez longues. Et je vous demanderai de me permettre de couper lorsqu'il faut couper pour que nous puissions aller de l'avant. Sinon, une présentation de 10 minutes ne doit pas se faire en 20 minutes. C'est donc nos partenaires qui vont faire leur présentation et à la suite de cela, nous aurons la partie travail en groupe. Comme vous savez, l'un des produits principaux de cet atelier, c'est de sortir d'ici avec des priorités. Et donc, c'est un travail essentiel et important que nous devons faire en tant que représentants des différents pays. Et c'est ça que nous allons utiliser pour le suivi en tant que communauté de pratique. Et donc, ça fait que c'est un aspect et une session vraiment importante pour cet atelier. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne sont prêts. La première personne normalement qui doit commencer, c'est Bill Winfrey. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Bill, are you online or do you speak French or English? You speak French? Ok, Bill, on va parler en français alors. Professeur Dao, vous allez faire la présentation à sa place? Ah, vous voulez m'aider à les recontacter? Donc, on va commencer avec Bill Winfrey. Bill Winfrey, c'est un membre du projet Momentum, Country and Global Leadership Team. C'est l'équipe de gestion mondiale du projet Momentum qui est géré ou appuyé par, financé par USAID. Il a beaucoup travaillé dans les analyses des données EDS et MIX depuis une trentaine d'années. Spécialement, c'est un des pionniers qui ont commencé les analyses de
tendance sur la PF postpartum en utilisant les données des enquêtes EDS et des enquêtes mixtes. Donc, je vais lui laisser la parole. Il a maximum 10 minutes pour faire sa présentation. J'espère qu'il est en ligne. Bill, are you there? Technique? Et entre-temps, j'espère que Dr. Rita Cabra. Rita, I hope you're online as well. Huh? We are sorry we are a little bit late as planned, but I know Rita does not speak French at all. Rita, are you there? Just want to acknowledge whether you are already there so we know that you'll be the next presenter. Fantastic. Et entre-temps, s'il vous plaît, essayez de voir si Rita est là. Where is Isidore? Oh, Marguerite. L'amélioration de la santé Il faut maternelle vérifier néonatale si et Rita aussi est infantile déjà en ligne reste une pour priorité et un engagement pour chacun des pays qu'on ne francophones perde pas beaucoup de de temps l'Afrique de entre les deux l'Ouest. présentations. Ces dernières décennies, beaucoup d'efforts ont été C'est la consentis partie et des virtuelle, mais progrès si elle ne marche significatifs pas, enregistrés on la laissera dans les tomber, pays on et dans avance notre vers région. la seconde partie. Cependant, les femmes continuent de mourir On se chaque donne jour 2 de minutes causes de décès maximum évitables en Afrique avant de l'Ouest d'évoluer. francophone, et cette situation interpelle à plus d'efforts pour sa... Bonjour. Vous pouvez m'entendre? Bonjour. Technique, Bonjour. je sais que c'est après le déjeuner, mais bon, Est-ce que vous m'entendez? la technologie ne suit pas le déjeuner. Bonjour. 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 Alors, en Bonjour. attendant que la technologie puisse nous suivre, je vais essayer de gagner en timing. Et donc, vous parlez de la deuxième session, après celle de la présentation des données que les collègues ou les partenaires vont faire tout de suite. Donc, on aura une deuxième session, qui est une session sur laquelle nous allons essayer de travailler par rapport aux différentes priorités que chaque pays a déjà d'une façon ou d'une autre élaborées, mais aussi sur base de ce que vous avez entendu ici. Comme vous le savez, on avait deux groupes. Il y a les pays, les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, qui sont déjà à un certain niveau, en tout cas certains d'entre eux. Et les autres sont ceux de l'Afrique centrale et de l'Océanie, si on peut dire ça comme ça. Madagascar et Comores, je pense que vous êtes dans l'océan. Et donc, on va diviser les groupes en deux. Il y aura un groupe qui va rester ici, dans cette salle, et un autre groupe va aller
dans la salle qui se trouve, c'est au premier ou c'est au niveau de la mezzanine? Au premier niveau dans le grand bâtiment. Alors, la subdivision, elle est la suivante. Pour ceux qui vont rester ici, dans cette salle, vous avez le Niger, les Comores, la RCA, le Burundi, le Tchad, le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie. Vous n'allez pas vous mettre ensemble, vous allez vous grouper par pays. C'est vrai que la disposition de la salle n'est pas très favorable, mais on dit à la guerre comme à la guerre, on va essayer de se débrouiller. Hein. Et donc, formez des chaises, mettez des chaises ensemble, vous êtes 5 à 6, et vous allez vous grouper devant vos différentes priorités que vous avez envoyées. Et c'est en utilisant ces priorités, plus tout ce que vous avez entendu ici, que vous allez sortir avec les priorités, je pourrais dire, définitives à 2024, 2025, 2025, 2030. Ça, c'est ceux qui vont rester dans cette grande salle. Ceux qui vont aller au niveau du grand bâtiment, dans la salle, je pense bien que ça s'appelle la Jifo, bon, je n'ai pas bien retenu les noms là. Il y a le Mali, le Madagascar, la RDC, le Cameroun, le Bénin, le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Vous allez aller dans le grand bâtiment, au premier niveau. Il y a une salle qui a été prévue pour ça, et où vous allez vous aussi vous partager en tant que délégation pays avec les différents partenaires qui sont venus avec vous pour revoir un peu vos priorités, ce que vous avez soumis, mais aussi les priorités selon ce que vous avez entendu par rapport à ce que les autres ont fait. La deuxième chose qui est assez importante à retenir à travers cet exercice, c'est que vous pourrez aussi, si vous le voulez ou vous le souhaitez, pouvoir discuter avec les autres pays qui sont dans la même salle que vous pour voir s'il y a des choses que vous avez apprises ou que vous avez entendues ici et que vous souhaiteriez faire ou mettre en œuvre chez vous, mettre ça comme une priorité aussi. Et ça sera une occasion de pouvoir discuter aussi entre pairs. C'est un exercice qui durera maximum 45 minutes et nous allons revenir dans la grande salle ici pour faire un petit panel avec 4 représentants, 2 de l'Afrique de l'Ouest et 2 de l'Afrique du Centre. Et ça sera ceux qui seront, comment on dit ça, ceux qui seront disponibles ou prêts à faire une présentation, à participer à ce panel. On n'a pas préétabli qui devrait être dans le panel, mais les premiers venus seront les premiers servis. On aura donc 2 pays de chaque côté et j'aurai une petite séance de discussion sous forme de panel avec eux. Et normalement, à la suite de cela, ça sera la fin de la journée. Technique, est-ce qu'on est prêt? On n'est toujours pas capable de... Et Rita aussi, on n'arrive pas à la voir? Bon, il va falloir qu'on se décide si on annule cette partie-là et on avance avec les travaux en groupe. Bonjour. Ouais, on pourra revenir. Président, sous votre permission, je ne sais pas si on devrait sauter cette partie-là pour ne pas perdre tout notre temps à attendre les gens qui sont en ligne et qu'on puisse procéder à la prochaine session, ça veut dire la subdivision sous forme de groupe. Bonjour. Je vous laisse la décision en tant que président. Bonjour. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui est là. Bon, la réponse est en train d'arriver. Oui, c'est Bill Winfrey? Winfrey. OK. Bill, j'avais déjà introduit qui vous êtes, donc je ne vais pas me répéter. On va aller droit à votre présentation. Donc, vous avez maximum 10 minutes. Et désolé, après les 10 minutes, je serai obligé de vous interrompre si vous n'arrivez pas à finir votre présentation. Donc, je sais que vous allez parler Est-ce possible de partager mon écran? Oui, essayez de partager votre écran. Donc, Bill va parler de l'état de la PFPP dans les 17 pays. Bill travaille avec le groupe Avenir Health et je l'avais déjà introduit. Donc, Bill, vous avez la parole et vous avez exactement 10 minutes pour faire votre présentation. Merci beaucoup.
toujours, ce n'est pas possible de partager mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me donner la permission de le faire? Il faut Technique, avoir l'intervention technique. technique, on est à mi-chemin. On a finalement eu la voix. Si on peut avoir les images aussi. Ou bien, est-ce que sa présentation n'a pas été envoyée? Ah ben si la présentation est là, monsieur le modérateur principal, est-ce que vous pouvez nous aider à faire passer la présentation? Donc on la projette et puis Bill, on va projeter la présentation à partir d'ici et tu nous diras chaque fois qu'il faudra passer. Je pense que ça sera beaucoup plus simple ainsi. C'est bon, vous l'avez la présentation? Non. Oh. Est-ce que vous pourrez voir mon écran maintenant? Non, on ne le voit pas pour le moment, malheureusement. Mais ça va venir, on va trouver une solution. Est-ce que maintenant on va voir? On ne voit rien d'abord. Comme vous avez dit, soyez prêts à rester jusqu'à 18h30. Ça fait partie des facteurs qui vont nous faire rester ici plus longtemps. Je vais essayer encore. Allez-y. Toujours ça ne va pas. Non, jusque-là, on n'arrive pas à voir votre présentation. S'il a envoyé la présentation, on n'a qu'à la projeter, ça sera beaucoup plus simple. Bill, on va projeter. Oui, je suis en soyez train de juste partager prêts. mon écran, mais ça n'apparaît pas. Non, Bill, ce qu'on va faire, J'ai c'est envoyé que... la présentation à Est-ce que vous nous Dr. entendez? Est-ce qu'il peut faire la présentation? Bill, est-ce que vous nous entendez? Je l'ai envoyé. J'ai l'impression qu'il ne m'entend même pas. C'est ma photo qui est plantée. Bill, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. OK, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va projeter la présentation de ce côté et vous allez parler. Vous nous direz chaque fois quand est-ce qu'il faut passer. Ça marche? La présentation est prête. Ça marche. Vous avez 10 minutes maximum. Merci. Vous pouvez y aller. You can start your presentation, Bill. D'accord. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, prochaine diapo. D'accord. Donc, merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Je m'excuse pour les difficultés techniques. Donc, l'objectif de cette présentation est de donner un petit aperçu sur le niveau d'utilisation de la planification familiale postpartum. Et il y a trois manières qu'on peut mesurer
l'utilisation postpartum. Le premier, c'est avec les enquêtes aléatoires comme le mix ou EDS. Une première façon de le faire, c'est d'utiliser l'état actuel d'une femme qui est enquêtée. Dans chacune de ces enquêtes, on pose la question, est-ce qu'en ce moment, vous utilisez la planification familiale? Aussi, on peut établir si la femme a eu une naissance dans le dernier mois, 6 mois, 3 mois, etc. Donc, on peut établir si elle est une utilisatrice de planification familiale postpartum. Une deuxième façon de mesurer la planification familiale postpartum, c'est d'utiliser une chose qu'on appelle la calendrier. Dans le EDS, dans peut-être la moitié des enquêtes qui sont faites avec le EDS, il y a un calendrier qui donne des informations pour chaque mois des 5 dernières années. Si une femme est enceinte, si elle a une naissance, ou elle est en train d'utiliser la planification familiale. Donc, c'est assez facile d'établir au cours de ces 5 années si elle, en n'importe quel moment, si elle utilise la planification familiale, et aussi si cette instance d'utiliser chaque instance d'utiliser, est-ce que ça, c'est dans une période postpartum? Et finalement, une troisième manière de mesurer la planification familiale, c'est avec des statistiques de service. Et ici, on voit qu'il y a 3 possibilités. Et peut-être il y a des autres. La première, c'est avec un registre de maternité. Une deuxième façon, c'est avec un registre de planification familiale. Et troisièmement, c'est avec les dossiers sur les clientes. D'accord. Prochain. Bon. Pour l'état planification familiale postpartum, pour l'état actuel, il est possible d'utiliser le EDS ou le mix. Et les tabulations sont effectuées pour les femmes qui ont accouché récemment. Et nous utilisons les tranches de mois, les 0 à 3 et 4 à 6, parce que les effectifs ou bien les échantillons sont assez petits. Donc, il faut regrouper les périodes postpartum dans les tranches comme vous voyez ici. Donc, prochain. D'accord. Ici, j'ai regroupé les pays francophones plus ou moins dans les groupes géographiques. Donc, ici, prenons l'exemple de Burkina Faso. On voit qu'il y a 4 colonnes. Le premier groupe de colonnes, c'est 0 de 3. La colonne en rouge, ça c'est pour, dans le cas de Burkina Faso, ça c'est pour l'année 2010. Et la colonne bleue, c'est pour l'année 2021. Et il dit qu'à peu près, peut-être 7% des femmes qui sont postpartum de 0 à 3 mois en 2010 utilisaient la planification familiale. Mais on a vu un grand accroissement peut-être il a triplé, plus que triplé l'utilisation en 2021, c'est à peu près 15% en ce temps. Et on voit la même chose pour la période postpartum de 4 à 6 mois. C'est presque peut-être 27%, ce qui est beaucoup plus grand que 8% qu'on a vu en 2010. Bon, on peut voir pour les autres pays dans ce groupement qu'en Mauritanie, paraît-il qu'il y a une décroissance d'utilisation. La situation n'a pas amélioré.
Pour le Mali, c'est à peu près la même chose pour la période 0 de 3 à 3 mois, alors que pour la période 4 à 6 mois, c'est peut-être le doublé de 2012 à 2018. Ensuite, pour le Niger, c'est à peu près la même chose. Après, de 2006 à 2012, il n'y a pas de grand accroissement. Et pour le Tchad, on a vu un grand décroissement d'utilisation de 2004 à 2014. Prochain. Bon, voici il y a 5 autres pays. Et on voit pour le Bénin, Côte d'Ivoire et le Sénégal, il n'y a pas un grand accroissement d'utilisation postpartum. Mais pour la Guinée, on voit qu'il y a peut-être un doublement d'utilisation de 2012 à 2018. C'est pour la période 0 à 3 mois et aussi pour la période 4 à 6 mois postpartum. Et ensuite, pour le Togo, c'est à peu près la même chose, alors que le niveau ne s'est pas aussi élevé que pour la Guinée. Prochain. Et ensuite, un troisième groupement des pays, Cameroun, République centrafricaine et aussi le RDC. Et on voit pour le Cameroun, peut-être un doublement d'utilisation de planification postpartum pour la période 0 à 3 mois. Ça a venu de peut-être 4% jusqu'à 10%. Et pour la période 4 à 6 mois, de 10% à 18%. Et pour la République centrafricaine, et un léger accroissement. Et c'est la même chose pour la République démocratique du Congo. Mais pour d'accord, prochain, nous voyons pour le Burundi, les Comores et le Madagascar, que pour les Comoros et le Madagascar, on voit un accroissement pour la période de 4 à 6 mois. Mais pour le Madagascar, le taux d'utilisation pour la période de 0 à 3 mois est un petit décroissement dans l'utilisation postpartum. Prochain. Dans le graphique que nous venons de voir, nous avons vu une période de 0 à 3 mois, ce qui n'est pas exactement la même chose que le PFPP immédiat. Mais avec le calendrier, on peut faire les estimations qui s'approchent l'utilisation immédiate. Donc, mais un problème avec le calendrier est que souvent, nous posons des questions aux femmes. Par exemple, si nous sommes en 2024 maintenant, on va poser une question peut-être en 2020. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser la planification familiale? Ça, c'est une question qui peut être assez difficile parce que la mémoire n'est pas parfaite. Prochain. Prochain. D'accord. Nous voyons ici la planification postpartum immédiate. C'est les colonnes rouges qui est l'utilisation immédiate. Et on voit pour le Burkina Faso que l'utilisation immédiate, ça, c'est à peu près 12%. Mais pour le Sénégal, c'est presque 10%. Mais pour tous les autres pays, c'est le taux d'utilisation de planification familiale postpartum est moins que 5%. Encore prochain. Encore une question qui est intéressante concernant la planification familiale postpartum. Bill, Est-ce que le mélange de méthodes... Bill, Yes, oui. Vous avez fini votre temps. Je vous donne 5 autres minutes pour wrap up. Comme ça, on va finir avec cette session. S'il vous plaît.
OK, Merci. d'accord. Donc, une question que nous avons, c'est est-ce que le mélange de méthodes pour la période postpartum, c'est la même chose ou c'est pas la même chose que le mélange de méthodes pour toute femme ou est-ce que c'est différent pour les femmes qui ne sont pas postpartum? Et voici quelques questions on peut se poser. D'accord. Ah, ça, hmm. D'accord. Voici quelques pays où l'utilisation est, euh, l'utilisation de la méthode MAMA est assez faible, mais l'utilisation euh, des implants est, est relativement élevée des implants. Prochain. Et voici un deuxième groupe de pays toujours avec une faible utilisation des méthodes MAMA, mais dans ce cas, l'utilisation des implants est faible. Donc, c'est le premier diapo que je vous ai montré dans cette série. L'utilisation des implants, c'est assez grand. Prochain. C'est maintenant, ceci sont trois exemples qui sont un peu intéressants. L'utilisation de MAMA est toujours faible, mais dans le cas de Bénin, l'utilisation des implants dans la période postpartum est beaucoup inférieure que l'utilisation pour toute femme mariée. Deuxièmement, pour le Côte d'Ivoire, on voit à droite le bleu foncé. Ça, c'est l'utilisation. Non, c'est Côte d'Ivoire, c'est prochain. Oui, pour les pilules et injectables, on voit que l'utilisation est beaucoup moins dans la période postpartum. C'est-à-dire que, paraît-il que les injectables et les pilules ne sont pas beaucoup poussés dans la période postpartum. Et ensuite, dans le dernier, c'est Togo. Dans le Togo, l'utilisation des injectables dans la période postpartum est très, très faible par rapport aux femmes mariées en général. Encore prochain. Et finalement, voici les pays avec une utilisation très élevée de MAMA. Ici, c'est représenté, c'est la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée, le Cameroun et le Niger. Et quelquefois, nous voyons même que l'utilisation de MAMA est assez grande pour toute femme. Ce qui n'est pas indiqué parce qu'après 6 mois, le MAMA n'est pas la méthode suggérée. Donc, peut-être il y a quelque chose à investiguer. Bon, prochain. Voici un exemple avec les statistiques ou bien les données routines qui viennent de Sinis peut-être. Et on voit qu'avec les données de routine, on peut avoir une estimation d'utilisation immédiate mois à mois. Donc, au fil du temps, on peut voir immédiatement s'il y a une amélioration ou une décroissance d'utilisation mois à mois ou bien trimestre à trimestre. D'accord. Ensuite, ce que je vois à l'avenir, moi j'espère, est qu'on va avoir une utilisation accrue des statistiques de services. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle FP Data Pro. On peut analyser les données avec, comme nous voyons dans la diapo précédente. Une deuxième chose, je pense qu'une analyse plus approfondie des EDS et des mix, par exemple, on peut avoir les désagrégations d'utilisation postpartum par facteurs influençant
l'utilisation, par exemple, le niveau socio-économique, le lieu d'accouchement, les soins pré- et postnatals, et utilisation d'autres services de santé. Donc, les derniers trois sont très intéressants pour le sujet de cet atelier et comme ils sont indiqués pour l'intégration. Et finalement, une analyse des changements au fil du temps après l'accouchement. Donc, est-ce que l'utilisation a beaucoup accru au fil du temps ou non? Donc, merci. Merci pour votre attention. Thank you, Bill. Thank you so much. Merci beaucoup, Bill. Thank you. OK. De toutes les façons, on fera un petit résumé vers la fin. Est-ce que Rita est en ligne? Rita, are you online? Yes, I'm here. Oh, Happy to be here. wonderful. Welcome. So, Rita, welcome to our session. I know your presentation is in English, and I know that the audience here is majority is Francophone. You only have 10 minutes for your presentation. Some of our people here are bilingual, and I will try to make a short summary at the end of your presentation so that I can share with all the Francophone audience here. But you only have 10 minutes, please. I know that your presentation are quite long, but try to summarize as much as you can. Allow me just as introduction, just to introduce you through your bio in French. Donc, on a la Dr Rita Cabra qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience professionnelle et qui travaille avec l'OMS au niveau de Genève dans le domaine de la pratique clinique, la recherche, l'élaboration des normes et des lignes directrices, la mise en œuvre de pratiques fondées sur des données probantes dans le domaine de la santé sexuelle, génésique et de la santé publique, avec un accent particulier sur la planification familiale. Elle travaille dans l'unité de contraception, dans l'unité de soins de contraception et de fertilité du département de santé sexuelle et reproductive et de la recherche, et qui comprend les programmes spéciaux PNUD, UNFPA, UNICEF, OMS, Banque mondiale, des recherches et de développement, ainsi que de la formation à la recherche en reproduction humaine basée à Genève. Mais je pense que Rita nous a rejoint à partir de l'Inde, si je ne me trompe pas. Are you still in India? I'm still in India. Yes, it's 10 Wonderful. p.m. in the So the night. floor is I would yours. also like Over to you. Thank you so much, and a pleasure to be here. I think what we'll do is we'll go very fast, and let me just see if I can move the slides. No, it's not happening. Can you see the presentation? You cannot. Yes, we can see it. Can you just put it in, how do you call it? Yeah, full form. That's what I'm trying to do. In presentation mode, yeah. You see, we have I don't need even to translate at the end. So I think majority of people here are good in English, good enough than me. So Rita, over to you. Can you just put it in full screen? Yes, sir, I'm trying. Is it in full screen now? Yeah, wonderful. Thank you. Over to you. You have 10 minutes, please. Thank you so much. So today we are going to talk about the bottleneck analysis, which we have been doing in many countries to scale up evidence-based family planning practices. In the presentation, I'll talk a little about the context in which we are working, the methodology used to develop the analysis, and the lessons learned, and then we'll quickly talk a little about the next steps. Not to spend much time in the context, but you know that we are all working to achieve the Sustainable Development Goals. And our aim is mainly to achieve the Goal 3 and Goal 5, which is on good health and well-being, as well as to ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights. At the same time, we are also at WHO. We are governed by our work with the 14th Global Program of Work. We are also working with our global strategy for women, children, and adolescents, the reproductive health strategy. We work with our partners in FP2030,
and we are all achieving and working towards achieving universal health coverage. So this is just to say that we may be coming from different groups, we may be at different levels, but we are all working towards the same cause of ensuring universal access to sexual reproductive healthcare services, and which includes family planning. And within this, in order to achieve these outputs, we have developed the FP Accelerator project, with the main outcome to scale up and sustain the implementation of WHO recommended family planning evidence-based practices. Again, the focus is, the goal itself is right-based and gender-responsive access and utilization of contraception for all. And I'm trying to emphasize this, that here this is not about limiting childbearing, but it is about how to improve quality and how to make sure that we have access and we utilize contraception safely and effectively. Just to quickly talk to you about this bottleneck analysis and the scaling up work. And here we have a definition which says, what is scaling up? Which means that it is deliberate efforts to increase the impact of innovations which have been successfully tested in pilot projects, so that we can people can benefit, and we can foster policy and program changes on a lasting basis. At the same time, the bottleneck analysis is defined as a systematic way to identify hurdles, obstacles, and gaps which are hindering the scaling up of evidence-based family planning practices. But it is not only to identify the hurdles and obstacles, we are also talking about how could we have solutions, how can we identify country-owned strategies to address these bottlenecks. So we're trying to get into deeper into why certain things work and why some things don't work, always keeping in mind that the context is really, really important. So many people have asked why we have been doing bottleneck analysis. And just to say that we have been developing many global guidance, which many of you have used, and these are the family planning guidelines, and many countries, and these are the abortion care guidelines. And we have been updating them over and over again, so as to ensure that evidence, the latest evidence, reach the countries. This is a set of implementation guidelines to help countries implement the evidence-based interventions. And this is another set, and you can see here, this is the task sharing guidelines. This is the guidelines to improve social behavioral change and how to ensure that human rights are provided in the provision of contraceptive services. And many of these guidelines have been updated in countries. Countries have their own guidelines and they're implementing these guidelines. But now when we see what is happening in countries, we find that this implementation is still patchy. It's often limited only to tertiary level institutions or mainly to capitals, but it is not going deeper down into the country so that it is not reaching everyone. And we have done a lot of systematic reviews, and you will see these are the systematic reviews we did to identify what are the factors which are preventing and which are helping to increase implementation. However, when we looked into the systematic reviews, we found that these are generally published by a group of people who are publishers, who are authors, who like to write. But there is a wealth of knowledge in the country, especially among the program managers, the policy makers, and those who are working at the front level as the first primary healthcare level workers, who do not have the time or do not find it important enough to write these papers. As a result, we miss that information. So in order to capture that information, that wealth of information which lies in the hands of many of you who are the policymakers, decision makers, but who have had not the time to publish, we wanted to do the bottleneck analysis. And hence we developed this bottleneck analysis using the WHO health system building block pattern. So here it goes into looking into the details of what are the factors regarding governance, financing, people, information about medicine, technology, supply chain, then service delivery and human resources. So we go into the details of all these factors to see what are the factors which are actually responsible for implementing or for hindering the implementation of these things. The bottleneck analysis, as many of you know, is being done in 3 levels.
it has 3 modules. We work on postpartum and post-abortion, which we now call as the post-pregnancy family planning, the social behavioral change, and the task sharing for community health workers and auxiliary nurses. So, and this is just in very short, the methodology which we have used. We have developed a generic protocol, which is put on WHO website. And this generic protocol is generally taken by countries, and then they use it to discuss at the country level with the policymakers, with the government, etc. And they adapt the tool to their needs. Thereafter, they do a desk review to look into what is the policy and what is the guidance and how well are they aligned with the WHO guidance. This is generally done by doing a national data review, as well as to identify case studies, certain case studies, which are local case studies, so as to see what has really been done in countries. The next step is to do the key informant interviews, and each country has done about 20 to 30 key informant interviews, taking people from different levels. And then we do the validation, and then we do the triangulation of data to see how the things are working. At the end, it all ends up with a consensus workshop where we use a modified Delphi technique. As time is very short, I'm not going into the details, but I would share this presentation as well as the link of the protocol for countries to see. Currently, we are doing this bottleneck analysis almost in 25 plus countries. And you will see a lot of countries are also in the Francophone countries. We have Togo, we have Cote d'Ivoire, Cameroon, Nigeria, Senegal, as well as we have other countries. Important here is to say that though the protocol is made by WHO, many partners have joined in hands with us. So we are working with UNFPA, USAID, with our partners in FP 2030, with PAHO, with RHSC. So together the project is being implemented. Quickly to say that most of the countries find postpartum, post-abortion family planning very important. And almost 20 countries are doing the bottleneck analysis and post-pregnancy family planning. 13 countries have opted for social behavioral change, and 6 countries are doing for task sharing. I will quickly also present findings from 5 countries who have completed their bottleneck. And it was interesting in the earlier session, you already heard something from Togo and Cote d'Ivoire, but this may be a little repetition, but I'll just try to be as quick as I can. So here in this presentation, you'll see that we have identified the high-level bottlenecks linked to post-pregnancy family planning. This presentation contains both the bottlenecks as well as solutions which have been identified. And for example, some of the bottlenecks were that post-pregnancy family planning is often exempted from health insurance benefit package. So this is the information which we received, and there was a big a discussion in countries that what can be done for this and how should we make sure that it is included in the health insurance benefit. And countries concluded that they need to do more advocacy with different governments and different financial backgrounds to make sure that post-pregnancy family planning is included in the budget. Another finding was that the domestic funds as well as the donor funds are missing, and these are missing mainly at the subnational levels. So funds may be there. There may be some funds for family planning, but these funds are often limited to cities, and it really doesn't go into the subnational level. So how can we mobilize more resources, and how can our communities also mobilize funds at the subnational level? Then another bottleneck was there was a high staff turnover. There is no focal point in many places who are actually responsible for post-pregnancy family planning. These focal points may be available at the higher level, which means in the cities, in the capitals. But as you go down at the subnational levels, we find that there's no person who has really got it in his portfolio that he's a responsible person. Staff is often unmotivated to do post-pregnancy family planning, as well as in the curriculum, we find that there is not enough information on post-pregnancy family planning. There is not much stress on counseling. So again, these were all the solutions were given that we need to strengthen this, and definitely we need to find more incentives and mechanisms to motivate staff to
continue supporting post-pregnancy family planning. This was again the fourth bottleneck in case of post-pregnancy, which was really very important, was that there were no commodities, especially at the last mile. So, for example, it will not be available at the delivery room, or commodities like contraceptives may not be available in situations which are not really, which are at a primary healthcare level. Sometimes also marginalized women in semi-rural areas, there may be no contraceptives or they may be missing. So it was very important to strengthen the supply chain. There was gaps in data. IEC SBC is missing, so in post-pregnancy family planning. And the solution was that in many countries, especially at the local levels, the IEC and SBC messages really need to be tailored and maybe to the sensitivities and to the culture and the language in which people are talking. So what is being the IEC Rita? messages which may be, yes? I'm We have giving less you, time. your time is over, but I'm giving you 5 additional minutes so that you can start maybe wrapping up. I will wrap up. Yes, So please. these were some of the, so just to say that these are some of the bottlenecks in the area of post-pregnancy family planning. And then in the area of task sharing, again, there were a few bottlenecks which we have seen, like unclear policies. If there is no policy, it is very difficult to do task sharing. Resistance from higher cadres, and there was no supervision and management of task sharing. There is no data to measure task sharing. When we look into SPC, again, we found the similar kind of thing, that there is no accountability for SPC. There is, again, no measurement of SPC. There is insufficient training for SPC. And there were parallel efforts happening on both the sides. So there need to be more coordination among the different partners who are working in countries to make sure that SPC comes under. We also saw some challenges, and these challenges were like sometimes the questionnaire was too big, or there were not enough case studies from countries who could do this thing. So these were some of the challenges, and I'm not reading all, so I will share with you the presentation. So now here, just to conclude that what was important of the bottleneck analysis which we did. So one of the most important thing was to gather local evidence and to ensure that both the bottlenecks which have been identified and the solutions are owned by the Ministry of Health, and the bottlenecks as well as the solutions are specific and achievable. So we really wanted to do this so that we could go into the next step, which is the scaling up. So here, when you look into the next steps, we have identified 3, and this is mainly to disseminate the findings of including that to the subnational level, and we will be using different forums to disseminate these findings. We need to advocate for more funds so that we could address now these bottlenecks, and this is both domestic and donor. And then in countries, develop and scale up a sustainable plan in collaboration with Ministry of Health to address the changes that need to happen so as to enable the scale up. So BNA is not an end in itself, but it's actually a beginning for the scale up process. I think yes, with this, I'm going to stop and happy to answer any questions if you have. Wonderful, Rita. Merci beaucoup. Rita, I'm just going to make a short and quick summary of what you have presented in French. Je pense que beaucoup sont bilingues ici, donc ils ont bien compris ce que Rita a présenté. En quelques mots, elle a commencé par définir un peu le contexte, pourquoi ils ont fait tout ceci, pourquoi ils ont fait cette étude de goulot d'étranglement, c'est quoi, elle a défini quelques concepts comme la mise à l'échelle, c'est quoi, et je pense que vous tous qui êtes ici, vous savez déjà c'est quoi une mise à l'échelle. Elle a essayé de donner les raisons de cette étude pour identifier les obstacles, les gaps et empêcher ce qui empêche d'atteindre les différents objectifs. Elle a aussi parlé de différentes directives que l'OMS a développées et que la plupart des pays ont commencé à contextualiser. Donc, il y avait une série de documents. Je n'ai pas pu prendre les noms de tous ces documents-là, mais je sais que ce sont des choses que vous avez dans vos pays. Et donc, elle a parlé de cette analyse sur le goulot d'étranglement
et des différents facteurs qu'ils ont utilisés pour faire les études. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a beaucoup de facteurs. Quand il enverra la présentation, je pense que la présentation est disponible, elle sera mise à votre disposition. Les méthodes utilisées, puisque c'est un travail scientifique, il y a des méthodologies. On a parlé des revues, je ne sais pas comment on dit, desk review en français, c'est quoi, prof Blabé? Revue documentaire, non? Donc, c'est la revue documentaire, les interviews de personnes clés, et puis il y avait un bloc sur lequel ils ont travaillé qui utilise la méthode DIPI. Ensuite, elle nous a parlé des pays qui sont concernés, et je pense que pour nous ici, c'est surtout le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria, je pense. Donc nous, il y a 4 pays essentiellement pour les pays francophones, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et les résultats qu'elle a présentés, c'était essentiellement sur la Côte d'Ivoire, le Togo, puisqu'il y avait aussi l'Éthiopie, le Népal et le Pakistan. Moi, ce que je veux dire, en résumé par rapport aux résultats qu'elle a donnés, c'est, je pense, les choses qu'on est en train de discuter depuis hier. On a parlé de faible mobilisation des ressources. La solution, c'est de mobiliser les ressources. On a parlé des commodités. La solution, c'est améliorer la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est ce que nous sommes en train de discuter depuis hier. Et je sais qu'une bonne partie des priorités qui ont été identifiées ici ou des goulots, ce sont les choses, effectivement, dont nous allons parler dans la session qui va suivre comme point de priorité pour la suite. En plus, elle a parlé des rôles, des évidences, puisque ça, c'est une étude et que c'est important de toujours utiliser les données pour une bonne prise de décision. Les prochaines étapes, c'est partager les recommandations, chercher les ressources et développer des plans pages. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire? Donc, on est dans la droite ligne. Nous suivons ce qui est fait de façon scientifique. Voilà, je pense que c'était les 2 présentations. Merci une fois de plus à Rita et à Bill. Je vais prendre maximum 5 questions, si vous en avez. Et s'il vous plaît, soyez succinct, allez droit au but, ne faites pas de remerciements. Je les ai déjà remerciés en votre nom. Donc, on va aller droit au but. 5 questions, ne prenez pas plus d'1 minute pour votre question, s'il vous plaît. Donc, messieurs ou madame, c'est madame Eugénie ou comment? Eugénie, voilà. J'ai bien retenu votre nom. Donc, madame Eugénie, si vous pouvez prendre les questions et on va les poser. Ceux qui sont capables de poser la question en anglais directement, n'hésitez pas. D'accord. Pour m'éviter de faire la traduction encore. Pour la première question, nous notons le président. D'autres questions, s'il vous plaît? D'accord, votre nom, s'il vous plaît. Docteur Harou. Docteur Ago. Harou. Ouais. Oui, une troisième question. Oui. Madame Ramachou. Il y a plus de mains. Monsieur le président de session, nous avons 3 personnes. Nous allons laisser la parole. Merci. Nous allons aller directement à droite au Bill. Bill, I hope you are there. And Rita. Rita, in case the question is in English, I will try to translate it for you. Bill, vous parlez français très bien, donc ça devrait aller. Président. OK, merci beaucoup, Monsieur le Président de session. Et merci pour le résumé qui a été fait. Avec votre permission, je vais ajouter pour compléter que la problématique de la qualité des données aussi a été soulignée dans les goulots qui avaient été relevés et aussi on en parlait ici. Alors, ma question s'adresse à Bill. Juste une seule question. Qu'est-ce qui a justifié la présentation à l'Auguste Assemblée des données de 2012-2013? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui a motivé cela, si c'est les pays qui n'ont pas pu produire les données ou en tout cas, on veut comprendre. Merci. Merci, Président. Docteur Harou. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour Bill. Je pense que si j'ai bien noté, l'enquête a fait un suivi de la même femme, je pense, sur 5 ans. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le suivi de ces femmes sur 5 ans. Est-ce que c'est pour voir un peu le degré de discontinuation
par rapport à la méthode choisie, ou bien c'est pour voir un peu la préférence de méthode contraceptive. Merci beaucoup. Merci, docteur Arou. La dernière personne, madame. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma question, c'est au premier présentateur. C'est un peu qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il a eu l'intérêt sur les méthodes traditionnelles et quelles sont les différentes stratégies qu'il a utilisées. Est-ce que c'est vraiment efficace? Bon, la deuxième question a déjà été posée par le président. C'était sur les données. Je ne reviens pas dessus. Merci, madame. Monsieur le président de session, vous avez la parole. Merci. Oh, j'avais déjà la parole. Rita, there is no question directed to you. So, Bill, vous avez 3 questions. Si vous pouvez y répondre rapidement. J'espère que vous êtes toujours en ligne. Ah oui, il est là. Bill, allez-y. You are muted. I think you are still muted. Yeah, I think it's there. Oui, Vous pouvez, oui, je suis Bill, là. oui, vous avez compris m'entendez? les questions? Je n'ai pas bien capté les questions. Est-ce que c'est possible de répéter la première question? Oui, il y a 3 questions essentiellement. La première question du président, c'était de savoir pourquoi vous avez présenté des données de 2012-2013. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres données à pouvoir présenter pour ces pays-là? Ça serait quoi la raison derrière ça? Docteur Arou est en train de demander, vous avez dit que l'enquête était sur 5 ans. Il voulait savoir pourquoi on a fait un suivi de 5 ans. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières par rapport à ça? Et la dernière question, c'est par rapport à l'intérêt que vous avez sur les méthodes traditionnelles. C'est quoi la raison ou le rationnel derrière ce focus sur les méthodes traditionnelles? Merci. J'espère que j'ai bien résumé vos questions. Bill, over to you. D'accord. Pour la première question, c'est pas moi qui a choisi les dates. Les dates sont décidées par le projet EDS. Donc, chaque 5 années, le EDS ou bien les mix font les enquêtes aléatoires. Donc, c'est pas mon choix, c'est seulement ce qui est disponible. La deuxième question concerne le calendrier. Une fois encore, ce calendrier pose des questions aux femmes dans les dernières 5 années. Est-ce que vous avez utilisé la contraception à n'importe quel moment? Et ensuite, elle a répondu, c'est pas mon choix à faire comme ça. C'est toujours c'est la structure classique de formulaire pour le questionnaire. C'est pas mon choix. Peut-être c'est une question à poser aux experts, aux enquêteurs EDS. Et la dernière question, je ne comprends pas vraiment. Moi, je pense. She was asking Je n'ai pas whether focalisé sur la méthode traditionnelle. Yeah, C'est plutôt why les did you focus méthodes on? modernes. Voilà. Vous avez compris la question? Moi, je n'ai pas. Elle compris demandait la troisième question. pourquoi il y a un focus sur les méthodes traditionnelles dans votre présentation. Donc, Pourquoi il n'y a pas? pourquoi il y en a? C'est ce que vous avez dit, madame. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai pas. Il a parlé de maman et maman n'est pas nécessairement une méthode Oh, traditionnelle. maman. Oh, Peut-être okay. maman. Dans mon avis, le maman, c'est une méthode moderne. C'est ça, madame? C'est le maman. Bon, le maman, dans beaucoup de pays, le maman est. Il a parlé des méthodes traditionnelles, il a fait des comparaisons. Donc, il en a parlé. They are saying you talked about traditional method and you made some comparison. Okay. Okay, we can follow up on that later on. On peut s'arrêter par là. Bill, merci beaucoup. Dr. Rita, there is no question for you. You have a question?
For Rita, okay, go ahead, Dr. Touré. Oui, merci, Président de séance. On ne peut pas laisser Rita comme ça. Elle a fait une excellente présentation. Je voudrais savoir la méthode bottleneck Best Buy qu'elle a eu à présenter. C'est vrai, l'analyse est assez scientifique, mais au niveau des propositions, des solutions, je voudrais savoir s'il y a plus de détails que ce qui a été présenté, parce que si le goulot d'étranglement, c'est un problème de fonds, il faut mobiliser des fonds. S'il y a des ruptures de stock, il faut améliorer la chaîne de froid. Donc, ça reste un peu général. Est-ce qu'il y a des détails des pays ou des modèles? Parce que là où nous sommes, on veut donner aux pays des solutions. Donc, est-ce qu'il y a des modèles de mobilisation des ressources qui ont permis aux pays de mobiliser des ressources ou bien d'améliorer la chaîne de froid? Je crois que ça allait donner plus de poids à la présentation. Merci. Merci Touré. Ça sera la dernière question. Désolé, quel que soit celui qui va demander la parole, je ne vais plus la donner. Rita, the question is about the solutions that was provided during your presentation. They look to be a little bit generic and general. They would like to know if there is any detail. For example, when you are talking about resource mobilization, is there any kind of best practice or any detail on how that resource mobilization should be conducted? Or when we are talking about improving supply chain, when it comes to issues related to commodities, is there any kind of details? Because this kind of study, we are expecting to be a little bit more detailed. And in this audience, we also want to give our participants some clear, direction on what exactly they may do once back. So you just have 2 minutes to respond to that, then we will finish this session. Thank you, Rita. Thank you so much, and thank you for the question. So because the time was short, I really had to rush through the solutions. But I think the solutions were very specific. So let me take an example of resource mobilization. So when the countries had the consensus workshop, the discussion was mainly on we don't have funds at subnational level. And then the solutions they identified. Remember, this is not something we did. This is something which the group of stakeholders working in countries, they discussed. So they discussed that resource mobilization is not only the responsibility of higher level, and this was new. This was something very new. They said that at subnational level, at the community level, at the village level, at the panchayat level, there should be ways to identify funding. So the people at the subnational level should not always wait for funding to come from national level or from outside donors, but they could put it in their own funds. And each country has some earmarked funds which they get for activities which happen at subnational level. So within that, they should put family planning as one of them. So this is one example of how countries identified how they could mobilize more resources for this program, not depending always on outsiders. For the supply chain, again, yeah. You want it was just an example also for the supply. I think you have responded to it. Pour la question par rapport aux détails, je pense qu'elle a dit qu'elle n'avait pas d'abord beaucoup de temps pour aller dans les détails, mais que ce sont des discussions qui ont eu au niveau national. Et par exemple, pour la mobilisation des ressources, on a parlé de commencer à mobiliser même au niveau sous-national, si on peut appeler ça comme ça, au niveau régional, au niveau préfectural, au niveau des districts, et ainsi de suite, parce que les ressources ne viendront pas toujours des partenaires, mais qu'il y a aussi des ressources qui sont parfois disponibles au niveau local et qui peuvent être mobilisées comme des ressources domestiques. Donc je pense que lorsqu'elle va nous envoyer la présentation dans son entièreté, nous pourrons voir les différents détails. Et si vous avez des questions, la communauté est là. Je pense, Président, si vous le permettez,
un de ces jours, on peut toujours organiser peut-être un webinaire beaucoup plus large là-dessus et pouvoir en discuter avec tous les pays. Et peut-être que là, on ira peut-être un peu plus dans les détails comme étant une des recommandations à la suite de cet atelier. Bon, je donne ça juste comme ça, ces questions. On va voir la faisabilité, si vous le permettez. Donc, je vais remercier les deux panélistes. I would like to thank the two panelists, Rita and Bill, for your availability. And I know Rita in India is quite late. Thank you for your time. Thank you for the great presentation. I would like everybody just to clap for our two. And once again, we are still together. We'll see how to take it from this workshop. Thank you so much. Les amis, on va directement passer à la deuxième partie. Nous sommes à 16h45, ou bien, on dit aussi comment, 15h, 17h moins 15, voilà. 17h moins 15 ou 15h ou 16h45. Pour la prochaine session, je vous ai déjà dit qui sont les pays qui vont rester ici. Si vous voulez que je me répète assez rapidement, dans cette grande salle, nous avons le Niger, les Comores, la RCA, le Burundi, le Tchad, le Burkina, le Sénégal et la Mauritanie. Et dans le grand bâtiment, au niveau du premier étage, il y a le Mali, le Madagascar, la RDC, le Cameroun, le Bénin, le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous avons maximum 45 minutes, y compris les retours dans la salle. Pardon? Il y a des questions? Non. Y compris les retours dans la salle. Et donc, comme j'avais dit, les discussions vont porter sur les priorités que vous avez déjà identifiées et qui sont affichées dans les différentes salles, et essayer de voir avec ce qui a été présenté ici, et même ce que les collègues de l'OMS et de Momentum viennent de présenter, quelles sont définitivement vos plus grandes priorités pour la suite. Nous aurons des collègues du comité directeur qui seront avec vous. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à cet exercice, ils pourront y répondre. Et donc, on va se retrouver dans la salle à 17h15 pour commencer la session. Et comme je vous ai dit, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, 2 pays de l'Afrique du Centre feront partie du panel avec moi ici pour répondre à quelques questions. Et on va les choisir au moment où nous allons revenir dans la salle. On verra si on doit faire un choix ou s'il y a des gens qui sont prêts à le faire, ils pourront le faire. Donc, on se divise et top chrono, on a 45 minutes. Merci, on se retrouve dans la grande salle ici après ces 45 minutes. À tout à l'heure. Oui? Pardon? 45 minutes, c'est 17h30, pardon. Merci. Merci, prof. 45 minutes, c'est 17h30, pas 17h15. 17h30. À tout à l'heure. À votre attention, s'il vous plaît. Pour les pays qui vont dans le grand rôle, au premier étage, c'est la salle à Djifo, au fond, la salle à Djifo.